L'épée à deux mains, le Zweihänder. Le terme Zweihänder est peu courant dans les animés. Génial. Ensuite, il y a un ricasso que tu peux utiliser. Un ricasso, c'est 7 parties sans lame que tu peux tenir. On n'entend jamais ça dans les animés. Ils ne connaissent pas le ricasso? D'accord. Il faut qu'on en parle. Chez Diversité. Très bien. Comment vas-tu, Tyran? Pas mal. Et toi? J'ai profité de quelques animés dernièrement. C'est super. Génial. Vraiment. Oui, tu sais, dans les animés, il y a du bon, il y a du mauvais, et nous revoilà. Vas-y, parle encore de Rurouni Kenshin pour la 3e fois d'affilée. Allons-y. Mon animé favori, Rurouni Kenshin, a comme attaque ultime un coup avec son fourreau. Ne me tente pas, Tyran. Ouais. La macaca. C'est l'heure du baseball, concept Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin, c'est le maître de l'un des plus légendaires... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Rien. On devrait faire une autre vidéo de reconstitution, je dois la revoir et essayer de recréer certains des mouvements qu'ils font dedans. D'accord, celle-là, c'était de ma faute, oui. D'accord, tu me traites de tyran. J'accepte le défi. Quel est le sujet du jour? Chad, on parle de Pekno. Encore une fois, c'est l'abréviation. Le titre complet, c'est « Du vieux Pekno à maître épéiste ». Ça résume un peu le thème. Nous avons déjà fait une vidéo à ce sujet et c'était étonnamment populaire. Les gens étaient vraiment intéressés et je pense que pour la même raison, ça m'intéresse aussi, c'est qu'il s'agit en fait d'un anime qui a intégré de véritables techniques de combat à l'épée médiévale, pas parfaitement, et c'est justement ce qu'on va explorer dans la vidéo. Ça montre un peu où se trouvent certains des bons éléments et d'autres aspects où ils pourraient s'améliorer et faire un peu mieux. Donc si vous êtes intéressé par ce genre d'analyse, on est ravis d'en faire plus parce que c'est vraiment un excellent tremplin. D'accord? Car ça s'applique largement, pas seulement à l'animé, mais aux médias en général, sur la façon dont ils peuvent intégrer un maniement de l'épée médiévale plus précis. La culture médiévale et tout ce qui l'améliore vraiment, pour moi et pour les passionnés, mais même pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il y avait pas mal de commentaires sur leurs vidéos du genre « Ouais, je ne connais pas les détails », mais le fait que ce soit simplement plus réaliste rendait ça meilleur. Ça a attiré les gens. L'anime est l'un des types de contenus les plus populaires au monde, donc recevoir quelques centaines de commentaires comme ça n'est pas vraiment des données, mais plutôt une étude de cas. Je la prends en compte, mais il faut aussi se rappeler la nature de notre chaîne qui attire évidemment les gens intéressés par ce genre de choses. Les gens vont dire « J'aime ce type de contenu », ce qui est super, mais on verra. N'oublie pas qu'on est un peu dans une bulle ici. Ouais, on verra comment cette vidéo va marcher parce qu'il y a plusieurs points de discussion intéressants dont cet anime peut servir de tremplin. Qu'on peut appliquer de façon plus large. Et dans celui-ci, enfin dans un des épisodes plus tard, le vieux campagnard donne à un de ses anciens élèves une Zweihänder. Et il y a des choses à discuter à propos de, la Zweihänder, les informations, les leçons qu'il donne à l'élève sur la façon de l'utiliser. Et puis, la façon dont il montre réellement le personnage utiliser l'épée. Il y a des compliments et des critiques. Ce sont des encouragements pour dire que c'est un bon début, mais tu pourrais faire plus pour rendre ça plus immersif et crédible du point de vue de l'escrime médiévale. Et donc, le début de ce genre de sujet sur la Zweihänder dans cet anime, c'est qu'ils reçoivent une nouvelle épée. Une nouvelle épée est en train d'être forgée par le forgeron et elle propose de faire réparer sa courte épée, mais elle a des dégâts réels dessus. Et ce qu'ils disent à propos des dégâts est correct. Donc si tu as un bord roulé ou une petite entaille sur le tranchant de la lame, est-ce que c'est réparable, tirante? Oui. Quel serait le type de dégâts sur un tranchant qui ne serait pas réparable? Ça dépend de ce que tu définis comme ça, parce que même si on a une grosse entaille sur la lame, tu pourrais l'aiguiser à nouveau et ça fonctionnerait toujours. L'entaille ne serait qu'une petite marque. Oui, mais si c'était comme un éclat d'environ 1 cm de long, tu pourrais le transformer en dentelure. Oui, mais ça, c'est... Je veux dire, attends. Si on l'apporte à un forgeron, il peut faire ça. Ça, c'est refaire toute la partie noire. Non. Tu peux transformer des éclats en dentelure. Tu peux faire ça. Non, pas pour une épée. Tu ne veux pas de dentelure sur une épée?
C'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. Passons à autre chose. Un homme, je veux revoir ça, il faut que je contacte Jörg pour voir s'il est prêt pour nous, pour qu'on puisse examiner ce truc. Ça fait combien de temps qu'on l'a maintenant? Depuis longtemps. Midgard Mesa. Mais il a dit d'attendre avant de faire la critique, le temps qu'ils aient de plus de stock, car ce truc est une bête. Bref, revenons-en au sujet, dit-il. D'accord, d'accord. Ils disent que son épée est trop endommagée et qu'elle a besoin d'une nouvelle. Cependant, ils remarquent que les dégâts sont importants pour une épée et qu'il faut y mettre beaucoup de puissance pour l'abîmer à ce point. Jusqu'ici, tout est logique. Écoute, je sais que c'est en jeu. Si tu frappes quelque chose de dur, mets-y beaucoup de puissance. Ouais, mais ensuite ils disent, d'accord, attends, à quel point cette petite fille est forte? Il s'avère qu'elle est un peu plus forte pour sa taille et ils ont demandé, ce sabre, il est lourd pour toi? Elle disait qu'il était léger pour elle, ce qui les a choqués. J'étais présent. Donc, les épées courtes sont, eh bien, ça dépend du type d'épée courte. Même pas, en fait. Elles sont courtes. Par définition, elles vont peser moins que les lames plus grandes, qui pèsent plus lourd. Oui, mais... Oh mon Dieu, quelle façon malhonnête de faire ça. Regarde l'épaisseur comparée à ça. Tu peux avoir une barre d'acier. Non, parce que genre... Quoi? Non, tu sais, c'est ce que tu viens de... Prends des épées courtes et lourdes. Non, tu sais ce que tu viens de faire. Il sait ce qu'il fait. J'aime les moments déclencheurs, mais tu peux. Voudrais-tu? Mais ils ne sont pas tous comme ça. Celui-ci, comme tu le sais, est conçu pour être indestructible. C'est ce qu'il recherche. Mais qu'elle ait trouvé une épée courte particulièrement légère ne devrait pas être si surprenant. Non, pas du tout. Mais ensuite, ils disent, eh bien, elle a plus de force que ce dont elle a besoin pour la taille de l'épée qu'elle utilise. Et donc le paysan suggère Zweihände. C'est un saut logique. Ça l'est. Je pense qu'ils auraient pu mieux le justifier. Comme elle est petite, elle pourrait vouloir un peu plus de portée parce que ses bras sont plus courts. Donc une Zweihänder compenserait sa petite taille. D'abord, tu sais, il y a le fait que tu passes d'une épée courte à ce qui est considéré comme une grande épée, la plus grande des Zweihänder montantes. Mais les grandes épées ne sont pas forcément très lourdes non plus. Donc, c'est l'autre nuance. C'est une grande épée et je la tiens d'une main. Pas de souci, mais je dirais que celle-ci a à peu près le même poids, voire plus lourd, presque le même poids. Oui. Et une épée courte, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est super lourde, oui. Donc encore une fois, on souligne ça parce qu'il s'en approche, mais il y a des façons dont il pourrait mieux le justifier, comme par exemple utiliser une épée longue pour sa taille compenserait ses bras plus courts et sa petite taille, et ce que Tyrande tient n'est techniquement pas une vraie grande épée. Malheureusement, je n'ai pas de vraie grande épée, donc je dois utiliser mon bon vieux accessoire ici. Voici la taille qu'aurait une grande épée si on regarde juste les types d'acier et tout ça. D'accord, tu veux la poser par terre et comparer les tailles. Donc ça, on va appeler ça une épée de guerre. D'accord. Quand elle arrive à peu près à ton aisselle, et la grande épée arrive à la hauteur de la tête, jusqu'au nez, à la bouche, et même plus haut, juste là. Voilà. D'accord, vidéo exclusive. On va y aller. On va faire une vidéo exclusive sur ce nouveau casque que j'ai eu. On va le tester, en parler, te montrer des gros plans. C'est un casque qui a de la gueule. Pour accéder à cette vidéo et à tout le contenu exclusif de Shadowversity, abonne-toi sur Subscribestar, Patreon ou via les abonnements à la chaîne à partir d'$1 par mois. J'aurais adoré faire cette vidéo pour YouTube, mais c'est le genre de vidéo qu'ils enterrent. Et ça ne justifie pas, tu sais, le coût de la production, mais ce sont nos soutiens qui justifient qu'on continue à faire du contenu comme celui-ci que vous aimez et qu'on peut toujours vous proposer. Donc je suis vraiment content qu'ils aient appelé ça un Zweihänder. Par contre, le design de l'épée en elle-même est vraiment affreux. C'est horrible. C'est typique des animes, tu vois. Les brides en bas de la lame ont littéralement une barre d'acier. Oui, alors en termes de taille, c'est en fait un peu court pour un Zweihänder. Ouais, ça n'y ressemble même pas. Mais comme elle est un personnage si petit, c'est la bonne taille qu'un Zweihänder aurait pour elle. Donc je peux lui accorder ça, bien sûr. Mais un Zweihänder serait aussi grand qu'une personne de taille normale à cette époque. Concernant l'utilisation de la bonne terminologie, je ne crois pas avoir déjà entendu le terme Zweihänder dans un animé.
comme le mot Zweihander. Bien sûr. Mais encore une fois, comme on l'a dit, Original, celui-ci, parce que c'est pas rien, ça m'intéresse, c'est vraiment c'est ça que chaque C'est juste, oui, c'est un pas dans la bonne direction. Sur ce point, je pense que l'anime dans l'ensemble est correct. C'est moyen, l'histoire n'est pas exceptionnelle. J'apprécie le personnage principal, je trouve que c'est un personnage amusant et intéressant. Il est humble mais extrêmement doué. L'animation est en fait, je dirais même, plutôt médiocre, sauf pour certaines scènes de combat. J'aime beaucoup la façon dont ils ont intégré des personnages en 3D dans les scènes de combat, ça me convient parfaitement. Je trouve que ça améliore les scènes de combat, j'apprécierais presque que ce soit entièrement en 3D, mais ils l'intègrent bien avec l'animation traditionnelle, et ce qui rend cette série vraiment plaisante pour moi, alors que sinon, elle serait assez moyenne sur tout le reste. Ce sont ces petits détails que je ne vois jamais vraiment dans les animés. En fait, j'apprécie l'effort. C'est ça qui fait la différence. J'apprécie l'effort, mais comme on l'a dit avec le premier épisode, beaucoup de choses sont très basiques. Et ensuite, ce n'est pas vraiment faux, mais il manque du contexte supplémentaire. Donc, dans le contexte qu'il donne, c'est un peu trompeur. Par exemple, quand ils parlent de la façon de balancer et qu'ils disent « on va y arriver comme ça », c'est ce que je veux dire. C'est un peu ça. C'est difficile, c'est à moitié vrai, mais pas complètement. Nous allons vous donner un exemple direct où il conseille son élève actuel sur la façon de manier son Zweihander. Nous ferons des démonstrations pour illustrer cela. Pour revenir à ce que je disais, je suis content qu'il fasse plus d'efforts que ce qu'on voit d'habitude. Et il y a une autre chose que j'apprécie, c'est qu'il y a beaucoup de scènes de combat exagérées à la façon des animés. Ça vient souvent d'autres personnages dans l'animé et pas du vieux Pecno du coin. Il est plus réservé, ses mouvements sont plus serrés et plus réalistes. Et en fait, c'est un peu comme s'il utilisait une escrime réaliste contre une escrime exagérée façon anime. Et il gagne toujours parce qu'il utilise quelque chose de fonctionnel, tu vois. Cela dit, il y a une scène de combat. Il se bat contre Spur dans un épisode dont j'ai oublié le numéro. Si ça vous intéresse, j'aimerais faire une vidéo dédiée pour analyser cette scène de combat, parce que lui et Spur utilisent tous les deux une escrime fonctionnelle, et c'est la meilleure scène de combat de l'anime jusqu'à présent. Je l'ai vraiment appréciée. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un pouce bleu, likez, commentez, partagez-la, car si ça marche, j'aimerais en faire d'autres. Mais il faut que ça justifie le coût de création de ce contenu. D'accord, donc c'est l'autre aspect que j'aime à ce sujet, même avec les limitations et les défauts. L'animation générale pendant la majeure partie de la série est médiocre, mais il y a beaucoup de choses à apprécier ici. Et il a dit Zweihander. Le truc, genre, pointe, mais ensuite il continue en l'appelant une épée à deux mains. Alors, oui, c'est vrai que, regardez, c'est un peu une petite irritation personnelle, parce que c'est une question de terminologie, et la terminologie finit par être très subjective, mais moi j'appellerais une épée longue, une épée à deux mains. Mais certains, j'ai rencontré des gens qui pensent que non, genre, on peut toujours utiliser une épée longue à une main, et vous savez, ouais, on peut absolument se battre avec ce truc à une main. C'est vrai, tu peux. Donc ils pensent, non, parce que tu peux te battre avec une épée longue à une main. Cependant, une véritable épée conçue pour être maniée à deux mains est une grande épée, avec laquelle on ne peut pratiquement pas se battre à une main. Sauf pour les mouvements exceptionnels où je pourrais utiliser efficacement une épée et un bouclier comme ça. Tu trouves ça juste? Pour moi, ma règle, c'est que si la poignée est conçue pour accueillir deux mains, ça compte comme une épée à deux mains, c'est ma position. Donc, ce n'est pas vraiment réel. Encore une fois, c'est l'une de ces choses. Ce n'est pas une critique envers l'animé où, d'un certain point de vue, ça passe. Et c'est exact, mais d'un autre côté, moi j'aime bien les grandes épées, les épées longues. Ce sont toutes les deux des épées à deux mains, et la distinction n'est pas de les appeler des épées à deux mains ou des grandes épées, c'est faux. Mais ensuite, il utilise un autre mot que je n'ai jamais entendu dans un animé. D'accord. Ouais, et ces deux épées en ont. Je suis bien plus impressionné que toi par cet événement que j'adore. Vas-y, sois impressionné, c'est pas grave. Tu peux être impressionné, ne me regarde pas. Sois impressionné pour eux, tout va bien, je te jure. Tout va bien? J'essaie de le convertir.
Et ça ne va pas marcher. Donc, au cas où tu ne le saurais pas, Rakasso est la partie émoussée avant que le tranchant ne commence sur une lame. Elle peut être petite, elle peut être longue. Sur une grande épée, en particulier, elles ont généralement un ricasso assez long pour servir de troisième poignée, comme ceci. En fait, il encourage son élève à utiliser le ricasso maintenant. De quelle façon utiliserais-tu un ricasso sur une grande épée comme celle-ci? Personnellement, une de mes façons préférées d'utiliser un ricasso, c'est en fait quand on utilise de grandes lames pour combattre contre, oui, des lances. J'adore ça, c'est ma façon préférée. Ton mouvement, juste là. C'est ça. Je couperai rarement avec un ricasso. On a plus de levier et plus de portée en coupant, normalement. Mais dès que tu veux faire du demi-épée et avoir un peu plus de levier rapproché, tu es un... Ouais. Dans la série, elle coupe, avec elle, et j'aime bien sa prise. Elle tient comme ça parce que c'est l'autre chose. Si tu veux couper comme ça, la raison pour laquelle tu vas attraper le ricasso, c'est pour allonger ta prise et avoir plus de levier et de contrôle, et tu peux faire de bonnes choses avec en coupant comme ça. Je dirais que ce n'est pas le mieux, et c'est comme ça qu'elle finit par couper avec. Ouais, je ne sais pas trop pourquoi, et ça me paraît un peu étrange. Je trouve aussi que ses conseils à elle sont aussi, et c'est ce qu'on veut en parler. Eh bien, on y arrivera, donc il suggère que ça lui conviendrait mieux à cause de sa taille, enfin, parce qu'elle a plus de force qu'il n'en faut, tu vois, il y a des choses qu'on a déjà abordées, donc ensuite, ça passe à elle qui l'utilise, et elle fait une attaque un peu rustique. Ça commence par ça, où il dit deux personnages, c'est via Hender, et le premier, il dit que tes mouvements de base deviennent latéraux. Et c'est intéressant, c'est basé sur une part de vérité pratique. Avec de grandes épées comme celle-ci, mais ce n'est pas une affirmation. Ce n'est pas universellement applicable. On peut tout à fait faire des frappes vers le bas avec une grande épée. Le problème, c'est que si je recule, la lame est vraiment longue. Et donc, si tu veux poursuivre avec une frappe, tu peux toucher le sol. Et donc, en conséquence, quand tu poursuis, tu dois l'incliner sur le côté, latéralement, pour faire des coupes et ne pas toucher le sol. Puis, tu peux commencer à la balancer, tu vois? Donc, c'est en partie vrai, mais pas totalement. Je pense que c'est la façon dont il l'a dit. Il ne mentionne même pas un angle de 45 degrés. Ce qu'il décrit ressemble plus à une coupe verticale qu'horizontale. Il dit qu'au lieu de coupe verticale, on fait maintenant des coupes latérales, ce qui me laisse perplexe. Oui, et comme je l'ai dit, c'est basé sur une réalité pratique, à savoir que la lame est tellement longue que tu peux toucher le sol avec, mais ce n'est pas complètement exact. Je suis quand même content qu'ils soient au moins partiellement précis et qu'ils aillent dans la bonne direction. Non, pour celle-là, je laisse plus de marge d'erreur. Avec des épées plus grandes, tu feras plus de travail de groupe, ce qui signifie que tu garderas la lame en mouvement comme il le montre. En gros, il montre juste une sorte de frappe en 8, où il frappe et utilise l'élan pour continuer à balancer la lame. Normalement, le maniement classique du montante va plus loin. Donc quand tu frappes, tu fais tout le tour, et tu continues à garder cet élan. Alors que lui, il fait juste tourner la lame comme ça, ce qui ne fonctionne pas vraiment. Transmettre le niveau auquel tu peux maintenir l'élan avec ses épées. Maintenant, ce que je disais est en partie vrai parce qu'il parle de frappe latérale où tu peux faire descendre l'élan avec des frappes angulaires comme ça. Et si tu élèves suffisamment les bras, tu peux même maintenir l'élan, même à l'horizontale. Donc, quand tu fais des frappes basses ici, tu peux toucher le sol. Mais si tu gardes les bras levés, tu ne touches pas le sol du tout. Encore une fois, donc c'est basé sur quelque chose de réel. Ouais. Mais c'est dans l'exécution qu'il montre des feuilles. Le texte mentionne le ricasso, mais manque de précision sur certains points. Content de le voir. Mais ensuite, presque tout ce qu'il montre, c'est eux. C'est plutôt mauvais. Bon, je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi ça m'agace. D'accord. Prends cette longue épée. Tiens ça. Maintenant, cette lame ici est plus longue que celle-ci. Baisse-la un peu. Elle est plus longue. Avec ma portée supérieure, je peux toucher les mains de Chad avant même qu'il ne puisse m'atteindre. Il est impuissant. Mais si je tiens l'arme comme ça, la situation change. Tu as encore plus limité ta portée. On est à peu près équivalent en termes de longueur, ouais. Donc c'est un peu comme si j'avais juste ce petit avantage-là avec ça. Mais aussi ce qu'il dit sur l'ajustement du centre de gravité. Oui, techniquement si tu es ici. Mais ça ne veut pas dire que les frappes sont meilleures. En fait, les frappes ont moins de portée maintenant et probablement même moins de puissance parce que tu n'as pas autant de levier.
s'ils pouvaient montrer la façon dont ils veulent utiliser ce ricasso. Comme une lance, donc quand tu veux faire une estoc ou commencer à enrouler une liaison et te rapprocher, ça aurait été bien mieux s'ils montraient des choses plus pratiques, mais ensuite, elle est là genre, d'accord, ouais. C'est ainsi qu'elle l'utilise maintenant à chaque extrait, elle procède de cette manière. Mais ensuite, elle fait ce truc où elle frappe et perd l'équilibre. Et je ne sais pas comment c'est possible. Enfin. Cela rappelle aussi le fait que, bien qu'elle était si forte auparavant, avec une épée plus lourde, elle n'arrive plus à la manier maintenant. Donc, il lui donne ensuite un conseil sur le fait de frapper avec les hanches. Et ça lui permet de ne pas perdre l'équilibre. Et regarde, c'est dommage parce que maintenant, on est dans le domaine du pseudo-combat à l'épée. Ce n'est pas vraiment pratique. Il y a effectivement l'idée que, oui, tu veux engager tes hanches dans certains coups pour avoir plus de puissance, mais ce n'est pas comme si elle allait perdre l'équilibre à cause de la façon dont elle frappait ou en engageant plus ses hanches. Il n'y a rien qui l'empêcherait de tomber. Parce que tu ne devrais pas perdre l'équilibre en engageant les hanches. Ce n'est pas vraiment fait pour t'assurer de ne pas tomber, c'est surtout pour générer de la puissance. Ouais. Tu voulais parler des hanches? Je t'écoute. Discussion, je pensais juste à ça parce que dans beaucoup de combats, évidemment, pour générer de la puissance à travers ton corps, tu vas utiliser tes hanches et la force de rotation, surtout pour un coup de poing, tu vois. Et avec une épée, tu vas générer plus de force si tu bouges, si tu mets tout ton corps dedans et que tu... Ouais. Surtout quand tu avances avec. Ouais, et tu fais ça, c'est sûr. Ouais, mais je ne sais pas si je dirais que c'est forcément, encore une fois, c'est un peu comme si... Eh bien, il y a des réserves. Il y a des attaques avec, tu sais, ceci est ma main à la montante où tu n'as pas du tout besoin des hanches, mais genre, si je suis statique ici, je peux faire plein d'attaques avec la montante, tu vois. Et je ne bouge pas mes hanches, d'accord. Mais je peux le faire si je veux vraiment donner un coup plus fort, et s'il y a les frappes descendantes où tu veux, en quelque sorte, t'incurver dedans, ou comme si je suis ici et que je bouge avec. Eh bien, tu peux aller un peu plus loin si je devais passer de l'autre côté. Et là, par exemple, je vais avancer dedans, ce qui veut forcément dire que tout mon corps bouge et que je génère de la puissance avec mes hanches et que je me déplace en quelque sorte en mouvement circulaire. Mais tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais. Il y a beaucoup de choses ici. C'est un pas dans la bonne direction de dire qu'il y a, tu sais, des mouvements et des techniques où tu veux utiliser tes hanches. Ouais, mais pas de la façon dont ils montrent des pas universellement non plus. Il y a par exemple le snap cut direct. Tu n'as pas besoin de tes hanches pour ça. Il y a plein de choses où tu peux avoir les jambes statiques. Ouais. Et donc, ce sont des choses dont je veux discuter en ce qui concerne les aspects Zyanda d'un gars de la campagne. Et pour résumer, c'est un plaisir de les voir aller dans la bonne direction, mais il y a clairement des points à améliorer. Ouais, j'ai lu certains des commentaires de la dernière vidéo et beaucoup de gens ont dit que ça devient vraiment mauvais. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de continuer à regarder. Donc, bon. Son combat avec Spur, il y a beaucoup à dire parce qu'il y a, par exemple, le fait de trancher à travers l'armure, mais il y a aussi le contexte. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, parce que, comme je l'ai mentionné, on a pu discuter de l'escrime dans un sens plus large, en utilisant ça comme tremplin, alors si ça vous plaît, vous savez, on est content d'en faire plus si ça en vaut la peine. Je suppose que s'il y a assez d'intérêt pour ce contenu, je serais même intéressé à faire plus de vidéos parce que j'ai envie de commenter sa nouvelle épée. Je veux commenter leur tenue et leurs armures parce qu'il y a des choses à dire sur l'armure et sur son combat avec Spur. Je pense qu'il y a beaucoup à discuter, mais ça dépend. Si vous voulez voir une exploration complète des attaques puissantes, vraiment à pleine puissance, n'est-ce pas ? On a déjà fait ça sur la chaîne, où on a exploré la viabilité et le réalisme de l'idée de l'attaque puissante. C'est juste là. J'espère que vous viendrez. J'espère que ça vous plaira. Merci à vous.